bourgeois ne sont que des bandits. Ils volent et tuent les travailleurs pour avoir des profits. Mais unis comme dans une grande armée, nous écrasons la bourgeoisie, rien ne peut nous arrêter. Nous écrasons la bourgeoisie, rien ne peut nous arrêter. Alors bonjour à tous, ici Vincent du podcast Communiste Révolutionnaire. Aujourd'hui, on parle de la campagne pour une grève étudiante pour la Palestine qui a commencé sur 43 campus au Canada. Je reçois aujourd'hui Julien Arsenault, éditeur du journal du Parti communiste révolutionnaire qui s'appelle Révolution communiste. Alors bonjour Julien. Salut Vincent, ça fait plaisir d'être là. Alors, ça fait presque un an depuis la campagne génocidaire d'Israël contre Gaza. Et là, il y avait plus de 40 000 Gazaouis qui ont été tués pendant que Netanyahou mène son génocide et son nettoyage ethnique. La cause palestinienne est devenue une des causes les plus importantes pour les communistes et les gens à gauche. Mais ça fait presque un an que le mouvement se poursuit au Canada, le mouvement pour la Palestine, et ça n'a pas donné les résultats escomptés. Les appels au boycott individuel, les appels aux sanctions ont échoué. Les gens sont tannés là, des manifs en continu. Les campements étudiants étaient trop petits et n'ont pas eu l'effet désiré. Donc, dans ce contexte-là, la prochaine étape pour le mouvement, c'est une grève étudiante pour la Palestine. Et c'est pour ça que le PCR a lancé cette campagne. Et d'ailleurs, on a lancé un appel ouvert et on a envoyé des lettres ouvertes à tous les militants, les groupes pro-palestiniens, les assos étudiantes pour joindre ce mouvement-là. Le premier défi que chaque militant va rencontrer pour mobiliser plus de gens dans cette campagne, c'est de fournir les bons arguments pour convaincre les gens. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, on doit parler du fond de la question. Et ma première question que je te poserai, Julien, c'est quoi l'état de la situation en Palestine en ce moment même? Oui, ben c'est difficile de surestimer la catastrophe qu'on voit à Gaza en particulier, en Palestine en général. C'est complètement fou de penser que nos classes dirigeantes au Canada, aux États-Unis, ailleurs, sont prêts à condamner les moindres crimes des régimes qui sont leurs ennemis. Mais quand c'est question d'Israël, ils sont prêts à laisser passer tout et n'importe quoi. Et les horreurs infligées par Israël à Gaza, il n'y a pas de mot qui peut décrire ça. Puis l'hypocrisie qui émane de nos classes dirigeantes sur la question d'Israël est quelque chose qui, en soi, radicalise des millions de gens. Des millions de gens peuvent voir qui tolèrent les pires crimes contre l'humanité jour après jour depuis presque un an. Puis là, ce qui se passe aussi, c'est la campagne de grève qu'on a lancée, elle se fait pas dans le vide, puis elle se fait dans une situation aussi où la guerre menace de s'étendre encore plus. Même ce matin, je lisais qu'Israël a commencé des bombardements au Liban et ils ont tué déjà 182 personnes. Ça, c'était en date d'il y a 10 minutes, en fait. Donc, la situation menace de s'étendre davantage. Puis pourquoi c'est ça? Ben, c'est en fait Netanyahou lui-même. Ça a été un changement radical dans la situation le 7 octobre, avec les attaques du Hamas. Les représailles d'Israël ont été complètement monstrueuses. Mais il y a en ce moment en Israël une énorme colère contre Netanyahou, qui n'a pas réussi à ramener les otages. Récemment, il y a quelques semaines, il y en a 6 qui ont été retrouvés morts, puis ça a amené des manifs de centaines de milliers de personnes en Israël. Et ils sont certainement pas près de leur autre objectif de guerre, qui est d'éradiquer complètement le Hamas. En fait, il y a des rapports qui disent que quand Israël envahit une partie de Gaza, ben quand ils repartent, le Hamas est de retour en 15 minutes. Donc le fait est qu'Israël n'a pas gagné sa guerre à Gaza. Ils ont rasé Gaza ou presque, infligé des souffrances inimaginables, mais ils n'ont pas gagné. Puis Netanyahou lui-même, en fait, la seule manière qu'il peut s'accrocher au pouvoir, c'est s'il continue la guerre. En fait, tout le monde sait, c'est le secret le moins bien gardé, que quand la guerre finit, Netanyahou lui-même, il est fini. Donc lui, il a un intérêt personnel à maintenir Israël en guerre, et c'est ce qu'on voit en ce moment avec les nouvelles attaques au Liban. Il y a eu une attaque terroriste d'Israël, on va appeler les choses comme elles sont, la semaine dernière, quand ils ont fait exploser des gadgets qui étaient dans les mains de militants du Hamas. Ils ont tué des dizaines de personnes, des milliers de blessés, des civils, une jeune fille de 10 ans aussi. Donc Israël a lancé une attaque terroriste en territoire libanais, et là menace d'étendre la guerre. Donc c'est ça la situation où manifestement on n'est pas prêt d'un cessez-le-feu à Gaza, on n'est pas prêt de la fin des souffrances des Palestiniens.
Puis c'est dans ce contexte-là qu'on lance cette campagne-là pour mettre fin à tout ça, en fait, pour créer une grève étudiante, un large mouvement qui, cette fois-ci, va être impossible à ignorer, en fait. Donc, c'est ça le contexte dans lequel on a lancé cette campagne-là. Est-ce que tu dirais que Netanyahou il est en train de réussir sa guerre ou est-ce qu'il est en retard là, sur son projet ou qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Ben effectivement, dans un sens, ils ont infligé des souffrances, comme j'ai dit, absolument épouvantables au peuple palestinien. Mais en termes des objectifs de guerre, non, en fait. Puis les soi-disant experts, je vais le dire entre guillemets, dans les médias occidentaux, commencent à le reconnaître, en fait, que les objectifs de guerre d'Israël ont pas été atteints. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que Benjamin Netanyahou, c'est un seul homme, le dirigeant d'un État petit, quelques millions de personnes, est en train de déstabiliser l'ensemble du Moyen-Orient et l'ensemble du monde. Puis il y aurait une manière relativement facile de l'arrêter pour la classe dirigeante américaine surtout. Ce serait de couper l'aide militaire à Israël. Mais les États-Unis et Joe Biden en particulier, ils sont en quelque sorte prisonniers du régime israélien. Après le 7 octobre, Joe Biden s'est envolé vers Israël, serré la main à Netanyahou, puis lui a essentiellement donné un chèque en blanc que Netanyahou, on peut le dire, a encaissé, pas juste une fois, mais il l'a encaissé plusieurs fois, en fait. Il se sent complètement libre de faire tout ce qu'il veut. Puis pourquoi les États-Unis et Joe Biden se sont sentis obligés de faire ça? Ben, c'est parce qu'Israël, c'est leur seul allié restant dans la région, leur seul allié fiable dans la région qui est le Moyen-Orient. Mais donc en ce moment, si on veut le pantin qui est Netanyahou, le régime sioniste, un pantin des États-Unis, le pantin s'est libéré un peu de son maître, puis font ce qu'ils veulent et menacent d'entraîner l'ensemble de la région dans la guerre et la souffrance. Puis c'est d'ailleurs une guerre que les États-Unis veulent pas, que l'Iran veut pas, que le Liban veut pas, et pourtant la volonté d'un seul homme est en train d'entraîner toute la région dans la guerre. Mais il y a un point plus large ici, c'est que la campagne de grève pour la Palestine qu'on a lancée, dans un sens, oui, notre objectif, c'est de mettre fin au génocide, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est une campagne qui se veut une lutte contre l'impérialisme en général, qui menace d'entraîner le monde entier dans la guerre et la destruction. En ce moment, on le voit, il y a une énorme montée du militarisme, le réarmement, les investissements militaires qui augmentent. Le Canada a essentiellement été humilié en se faisant dire « Ah, vous n'avez pas atteint le 2% du PIB qui est dépensé sur les dépenses militaires. » Donc maintenant, le Canada s'est engagé à atteindre le 2% d'ici, je pense, 2030 ou 2032. Mais bref, il y a cette montée du militarisme à l'échelle mondiale. Puis nous, notre campagne de grève étudiante pour la Palestine, en fait, ça s'inscrit dans une campagne plus large qui a été lancée par l'Internationale communiste révolutionnaire pour mobiliser les jeunes et les travailleurs partout dans le monde contre la menace du militarisme et de la guerre. Il y a énormément de sympathie pour les Palestiniens auprès des populations au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la réaction des dirigeants des États arabes et aussi des populations dans la région par rapport à la Palestine? Ben effectivement, la question de la Palestine au Moyen-Orient et dans le monde est devenue une question sur laquelle on voit vraiment, ça illustre la division de classe dans la société. Parce que partout, les jeunes, les travailleurs, instinctivement, sympathisent en majorité avec le peuple palestinien. Mais inversement, on voit que les compagnies, les capitalistes, les gouvernements, eux, trouvent toutes les excuses imaginables pour Israël, répriment toute forme de solidarité avec la Palestine. Il y a des travailleurs qui se font congédier pour leurs opinions pro-palestiniennes. Dans les universités, c'est la même chose. Donc, on voit une division de classe sur la question de la Palestine. Puis c'est la même chose au Moyen-Orient. Pour répondre à ta question, les masses du Moyen-Orient sont furieuses, fulminent devant le génocide à Gaza. Il y avait même en Jordanie, il y a des mois de ça, des gens qui voulaient physiquement traverser la frontière pour aller dans la Cisjordanie occupée pour aider la lutte, en fait. Mais les régimes en place au Moyen-Orient, que ce soit en Jordanie, en Égypte ou ailleurs, essentiellement, n'ont pas levé le petit doigt pour aider les Palestiniens. On peut penser, si c'était la classe ouvrière en Égypte
qui était au pouvoir au lieu du régime de Sisi, par exemple, un régime basé sur le pouvoir des travailleurs se mobiliserait pour venir aider la lutte des Palestiniens contre l'État sioniste. Mais c'est pas ça qu'on voit. En fait, la frontière avec l'Égypte est fermée et puis ça contribue à maintenir la prison à ciel ouvert qui est Gaza. Donc, il y en aurait long à dire, mais on voit que là aussi, les régimes arabes se sont discrédités aux yeux de leur population sur la question de la Palestine. Tantôt, tu as mentionné comment Netanyahou doit continuer sa guerre, sinon, premièrement, il va perdre de sa position de pouvoir, mais il risque aussi de se retrouver en prison. Donc ça, c'est un peu comme ses intérêts personnels dans cette guerre-là. Mais il y a aussi les intérêts de la classe dirigeante sioniste, en fait, à mener, à massacrer, en fait, les Gazaouis, tous les Palestiniens. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de c'est quoi ce projet-là, en fait, là, de nettoyage ethnique, d'où ça vient, peut-être nous ramener un peu plus dans l'histoire de la Palestine, là, pour comprendre un peu le contexte. C'est sûr que l'histoire de la Palestine, ça demanderait un épisode de podcast au complet, qu'on a d'ailleurs, je crois, sur notre chaîne déjà. Mais pour le dire simplement, c'est la création de l'État d'Israël a été un crime. Ça a été un crime contre 700 000 personnes qui ont été déplacées, rendues réfugiées du jour au lendemain, qui ont été expulsées de leur terre en 1948. Puis depuis ce temps-là, depuis 76 ans, ça a été une dépossession continue du peuple palestinien qui est privé de sa propre terre. Il y a eu toutes les provocations imaginables au fil des décennies. L'occupation de la Cisjordanie de Gaza qui a commencé en 1967. Puis l'idéologie sioniste, c'est ça, c'est d'expulser les Palestiniens de l'ensemble de la Palestine historique. Puis depuis le 7 octobre, ça a accéléré en fait ce processus-là, parce qu'il n'y a pas juste Gaza qui a été réduit à un tas de cendres largement, ce dont on parle moins, surtout dans nos médias occidentaux, qui sont, comme j'ai dit, largement complices, qui masquent, qui donnent des excuses pour les crimes d'Israël. On ne parle pas beaucoup de ce qui se passe en Cisjordanie, en fait, où les colons israéliens d'extrême droite sont de plus en plus violents, tuent des Palestiniens, prennent leurs terres, détruisent leurs ressources. Donc là aussi, on voit la continuation du projet sioniste, qui est de reprendre l'ensemble de la Palestine historique. Donc c'est ça qu'on voit en ce moment. Puis Netanyahou, dans sa coalition aussi, faut pas l'oublier qu'il est sous une énorme pression de l'extrême droite, qui fait partie de son gouvernement, qui, eux, s'en cachent pas. En fait, c'est des choses qu'on n'a pas entendues non plus à Radio-Canada, à CBC, au National Post, dans la presse, mais des propos ouvertement génocidaires de membres du gouvernement Netanyahou. Il y a Smotrich, qui s'appelle, c'est un des pires de la gang, qui a dit il y a pas longtemps, il dit ce serait légitime de génocider 2 millions de personnes, mais ils vont pas nous laisser faire, en parlant de la communauté internationale. Donc c'est des propos ouvertement génocidaires. Donc quand dans l'histoire on a eu des propos ouvertement génocidaires rapportés dans les médias, qui sont pas dénoncés ou à peine dénoncés par les classes dirigeantes du monde entier. C'est incroyable l'hypocrisie, le niveau d'hypocrisie qu'on voit ici. Mais c'est ça aussi le conflit en Palestine. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus du rôle du Canada dans tout ça? Comment il est complice, non seulement le gouvernement, mais les autres institutions dans la société canadienne, comment ils sont complices en fait du génocide en Palestine? Oui, c'est ça. C'est une question importante que tu poses, Vincent, parce que notre campagne de grève se déroule au Québec et au Canada. Mais puis la raison pour qu'on pense que ça peut avoir un impact, c'est parce que le Canada est directement complice de ce génocide-là, en fait. Notre dernier numéro du journal, que j'ai ici avec moi, c'est le numéro 8 de Révolution communiste, qui a une page couverture justement sur la campagne de grève étudiante. Puis on a tout un dossier sur la campagne. Puis il y a un article notamment qui a directement rapport avec ta question, c'est la complicité des capitalistes canadiens et de l'État canadien avec le génocide à Gaza. Donc, on a vu d'ailleurs que le Canada a augmenté, a approuvé l'exportation de 28,5 millions de dollars en marchandises militaires vers Israël. Puis il y a eu une augmentation d'ailleurs dans les dernières années de l'aide militaire à Israël par le Canada. Puis c'est intéressant parce que il y a quelques mois, je pense que c'était le NPD qui avait fait pression pour que soit adoptée une motion au Parlement très, très alambiquée, en tout cas, qui a été amendée plein de fois pour faire que le Canada n'envoie plus d'armes à Israël.
Mais c'était pas vrai, en fait. Puis d'ailleurs, ce que le Canada fait, c'est qu'ils envoient des composantes d'armes qui passent par un autre pays. Donc, ils n'envoient pas directement des armes à Israël, mais ils en envoient quand même, en fait. Puis, il y a 140 compagnies d'armement canadiennes qui fabriquent et fournissent des armes à Israël. L'article aussi que je mentionnais explique la complicité des banques canadiennes, des entreprises. D'ailleurs, ça avait été révélé récemment que General Dynamics, qui est basé notamment avec des usines au Québec, qui vient de remporter un contrat, justement, pour la livraison de 50 000 cartouches et d'équipements connexes qui vont vers Israël. Donc, il y a plein d'exemples comme ça. Mais c'est un point très important que la classe dirigeante canadienne est complice, et activement complice de ce génocide-là. Évidemment, les premiers violons, c'est joué par les États-Unis, mais le Canada fait sa part, si on veut. Puis c'est pour ça que nous, on lance cette campagne de grève-là, pour défier notre classe dirigeante ici. Donc là, on a parlé du rôle du gouvernement, des grandes entreprises. Il y a aussi l'armée canadienne avec son opération Proteus, qui a des soldats en Cisjordanie qui aident l'autorité palestinienne à garder en laisse les Palestiniens. On a les grandes banques qui investissent dans les compagnies d'armement qui profitent du génocide. On a aussi les universités qui investissent les frais de scolarité des étudiants dans les banques et dans les grandes entreprises qui profitent du génocide. Donc, on voit là qu'il y a énormément d'institutions. En fait, c'est l'ensemble de la classe dirigeante qui est complice, en fait, de ce génocide-là. Puis ça montre comment nous, au Canada, mais justement, on peut avoir un impact là, direct parce que on a à côté de nous ceux qui soutiennent, en fait, qui aident ce génocide-là. Effectivement, puis les universités, je suis content que tu le mentionnes parce que je ne l'ai pas amené directement, puis évidemment, c'est directement lié à cette campagne de grève-là. Puis le mouvement des campements qu'on avait vu en avril et mai dernier, ben c'était la revendication principale qui avait été mise de l'avant, c'est-à-dire que les universités désinvestissent d'Israël et divulguent, en fait, où est-ce qu'ils investissent nos frais de scolarité. Puis la campagne de grève, on reprend cette revendication-là, en fait, que la grève étudiante pour la Palestine qu'on souhaite organiser, ça vise à atteindre cet objectif-là que les campements n'ont pas réussi à atteindre. Puis la liste est longue, effectivement. Au Canada, les universités, l'Université de la Colombie-Britannique, McGill, Sherbrooke, l'UDM, Dalhousie à Halifax. Les exemples sont nombreux d'universités canadiennes qui ont, d'une manière ou d'une autre, qui sont d'une manière ou d'une autre complices du génocide, que ce soit par leurs investissements dans l'armement ou dans des choses qui indirectement finissent dans les mains de l'armée israélienne. Puis c'est intéressant, il y avait un article là-dessus dans le Globe and Mail au mois de mai dernier qui disait le désinvestissement, c'est impossible parce que les liens sont trop mélangés entre les banques, les universités puis les compagnies. Puis c'est drôle, il y a un élément de vérité là-dedans que c'est vrai que c'est difficile de démêler toute cette chaîne-là, mais le point, justement, que nous, les communistes, on soulève, c'est que c'est tout le système capitaliste qui est coupable. Et tout le système capitaliste qui est complice du génocide en Palestine, que ce soit les universités, les banques, les compagnies, notre gouvernement, c'est le système capitaliste lui-même qui est responsable et coupable. Alors, parlons-en justement de la campagne de grève étudiante pour la Palestine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment ça se passe en ce moment? C'est quoi le mood là, sur le terrain? Oui, ben donc ça fait 3 semaines environ que c'est commencé sur la plupart des campus. Puis on en est au tout début de la campagne. On vient de commencer, donc il y a un long bout de chemin à faire. Mais ce qui est déjà clair, c'est que l'idée d'une grève étudiante est très populaire, en fait. C'est pas particulièrement difficile d'obtenir des signatures pour des pétitions en faveur d'assemblée générale de grève étudiante. Le dernier compte que j'ai, c'est autour de 6 ou 7 000 signatures au moins qu'on a obtenues pour la campagne sur les différents campus à travers le pays. Ça doit être pas mal plus haut que ça, mais les chiffres ne sont pas encore rentrés. Mais bref, ce que ça démontre, c'est qu'il y a une couche d'étudiants qui sont très intéressés par l'idée d'une grève. Mais après, il y a la question de transformer ces étudiants-là qui passivement appuient l'idée d'une grève en militants actifs qui peuvent rendre ça possible. Et donc, à cet effet-là, un peu partout, les militants de la campagne ont organisé des réunions d'organisation initiales. Puis il y a eu des succès très intéressants, notamment à l'Université de Colombie-Britannique, UBC. On a rassemblé une centaine de personnes pour notre première réunion d'organisation.
ce qui est du jamais vu au campus depuis très longtemps, un tel meeting politique pour une campagne, puis une campagne de grève en plus, c'est du jamais vu. Puis les camarades, les militants ont formé un comité d'organisation, un comité de propagande, un comité éducation. Donc ça nous montre un bon exemple de ce qui peut être accompli, en fait, de former des comités qui peuvent mener cette lutte-là, élus par les étudiants qui y participent. Puis quelques jours plus tard, il y a eu une manifestation sur le campus avec aussi une centaine de participants. Bref, puis c'est aussi ça l'idée de la campagne, c'est rendre ça actif et dynamique. Puis dans ce sens-là, on a l'université TMU, l'université métropolitaine de Toronto, où on a déjà organisé 2 débrayages auxquels quelques centaines d'étudiants ont participé. Donc ça a été un grand succès sur le campus, ces 2 débrayages-là. Puis on a des réunions d'organisation de 20, 30, 40 personnes sur un paquet de campus du pays. Donc le potentiel, il manque pas. Donc il faut combiner ces réunions d'organisation-là où on discute de politique, discute du pourquoi de la campagne, avec des actions de visibilité pour dynamiser le tout, puis attirer davantage d'étudiants. Puis évidemment aussi, comme on l'a mentionné, le but c'est d'amener d'autres groupes et organisations à rejoindre la campagne. C'est le cas notamment à Calgary, où la plupart des groupes pro-palestiniens se sont unis pour mener cette campagne-là à l'université de Calgary. Donc ça fait à peine quelques semaines, mais donc ça, c'est les premiers balbutiements de la campagne, mais il y a beaucoup de potentiel, en fait. Je pense que c'est ça que ça démontre. Puis il y a d'autres exemples que je pourrais nommer. On a organisé une manif à l'université York. À York aussi, il y a une campagne qui a été lancée par le syndicat étudiant en faveur du désinvestissement, puis on soutient pleinement cette campagne-là en y ajoutant l'idée qu'il faut faire une grève pour obtenir le désinvestissement. Bref, il y a de très bons exemples, beaucoup de potentiel, puis ça me donne beaucoup de confiance dans la possibilité dans la possibilité de faire de cette grève-là une réalité. On a déjà des coalitions qui se sont formées à différents endroits, par exemple à Sherbrooke, le Front d'action collective, le PCR est en coalition avec la CEVES, avec le SDHP à l'Université de Sherbrooke. On a aussi à l'UDM, il y a une coalition qui a été créée avec plusieurs groupes, dont le PCR. Dans UNSIC, on a le groupe UNSIC Quartier-Ville pour la Palestine qui s'est joint à nous. Donc je pense qu'il y a beaucoup de groupes qui pourraient aussi se joindre à cette campagne-là. Puis, mais on fait un appel à vous, en fait, à jumper là, dans le bateau puis à nous rejoindre, en fait, pour ça. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui pourraient se demander mais en quoi ça nous affecte, nous, directement, ici, la Palestine. J'ai rencontré à UNSIC 9 personnes sur 10 veulent aider, là, au cégep UNSIC, veulent aider pour la Palestine, mais ils se demandent là, comment est-ce ils peuvent convaincre leur entourage, en fait, que ça les concerne directement, cette question-là. Alors, qu'est-ce que tu aurais à dire sur cette question-là? Ouais, ben c'est sûr que pour beaucoup, ça peut paraître lointain, puis ouais, de se dire, qu'est-ce que ça ferait une grève étudiante ici, ou même pourquoi même je participerais. Puis c'est une question légitime. Puis je pense que c'est là où il faut revenir au point qu'on faisait plus tôt, que cette campagne-là de grève pour la Palestine, elle s'inscrit dans un contexte plus large où il y a une montée du militarisme et de l'impérialisme partout dans le monde. Puis c'est aussi contre ça qu'il faut se battre. Tout cet argent-là qui va à des bombes, à des tanks, c'est de l'argent qui ne va pas dans la santé, dans l'éducation, dans les services publics. Quand on parlait tantôt du gouvernement canadien qui va augmenter ses dépenses militaires pour atteindre 2% du PIB consacré à ça d'ici les années 2030, où est-ce qu'il va prendre cet argent-là? Puis où est-ce qu'il va couper, en fait? C'est ça la question. Donc, l'argent qui va à des bombes et à tout le reste, ça ne va pas aux services et à des choses qui améliorent la vie de la classe ouvrière et des jeunes. Puis sur la question des universités puis leurs investissements, comment ça qu'on se fait charger des milliers de dollars par année pour aller à l'université, puis que ces fonds-là se retrouvent à financer des compagnies d'armement qui collaborent avec l'État sioniste. Donc c'est en ce sens-là que la lutte des étudiants au Québec et au Canada, elle est liée à la lutte pour la Palestine. Parce qu'une victoire pour une grève étudiante ici, ben, ça aide la cause palestinienne, mais aussi ça aide la cause des étudiants et des travailleurs ici, de porter un coup contre nos propres impérialistes, notre propre classe dirigeante, puis envoyer le message qu'on ne veut pas que l'argent aille à des bombes et à des tanks, mais on veut que l'argent elle aille pour financer la gratuité scolaire, un système de santé qui a de l'allure, des logements, etc., etc. Donc c'est en ce sens-là que cette campagne-là,
ou plutôt que la situation en Palestine puis la montée du militarisme, ben, ça affecte les étudiants et les travailleurs ici. Puis c'est pour ça qu'il faut se mettre en action. Donc, ça fait un an, là, près d'un an, là, depuis les événements du 7 octobre. Le mouvement palestinien au Canada, au Québec, a évolué. Il y a eu plusieurs étapes, en fait. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu là, de ces différentes étapes qui ont été franchies, puis de l'évolution un peu de ce mouvement-là? Ouais, je pense qu'une chose qui est notable aussi sur les campus depuis le début de notre campagne, c'est que oui, il y a un intérêt pour la question de la Palestine, ça va sans dire. Il y a un intérêt pour l'idée d'une grève étudiante. Puis je pense que cet intérêt-là, il est aussi dû au fait qu'il y a une certaine fatigue de ce qui a été organisé jusqu'à présent. Dans les grandes villes en particulier, il y a des manifs presque chaque semaine. Sinon, chaque semaine, du moins à Montréal, ça c'est certain, il y a au moins une manif sur la Palestine à chaque semaine. Mais je pense qu'il y a une couche de militants qui commencent à se poser la question, ben, si manifester chaque semaine n'a pas marché depuis un an, pourquoi ça marcherait? Donc, il y a des gens qui cherchent des nouvelles avenues. Puis, ben, dans un sens, le mouvement des campements, c'était un reflet de ça, c'est-à-dire une nouvelle méthode pour mener la lutte. Mais ça aussi, ça atteint un cul-de-sac, malheureusement. Puis oui, il y a eu aussi des appels à l'ONU, aux tribunaux internationaux et tout ça, des appels au cessez-le-feu, des appels à ce que notre gouvernement canadien aide à favoriser un cessez-le-feu. Puis tout ça, ça tombe dans l'oreille d'un sourd. Puis il y a des résolutions qui sont passées à l'ONU et ailleurs, et ça n'a aucun poids parce que l'ONU, c'est un forum où les grands impérialistes peuvent mettre un veto sur n'importe quoi qu'ils considèrent aller contre leurs intérêts, ou les résolutions qui passent sont juste complètement ignorées par les principaux acteurs. Donc on voit que les avenues de la lutte sont bloquées l'une après l'autre. Et donc, ça montre que ça prend un mouvement de masse qui a le poids de forcer nos impérialistes à faire quelque chose, en fait. Puis c'est là où une grève, c'est qualitativement différent de manifs hebdomadaires, par exemple, parce qu'une grève étudiante, de masse, mais ça bloque les campus, puis ça paralyse le quotidien, si on veut, sur les campus. Et ça a le potentiel de déclencher un mouvement plus large. Donc on pense qu'une grève étudiante, c'est une prochaine étape qui a du sens pour justement créer ce mouvement-là qui ne peut pas être ignoré. Donc c'est clair que la prochaine étape pour le mouvement pro-palestinien ici, c'est une grève étudiante pour la Palestine. Alors ça serait quoi les objectifs pour une telle grève? Qu'est-ce qu'on cherche à accomplir? Oui, donc, comme tu le mentionnais au tout début de l'épisode, on a plutôt publié une lettre ouverte qui s'adresse à tous les militants, tous les groupes pro-palestiniens, toutes les associations étudiantes pro-palestiniennes. Et on a mis de l'avant les points que nous, on pense qui devraient être les éléments principaux de cette campagne-là. Puis le premier, évidemment, c'est s'unir, en fait. Puis ça reste la tâche que les groupes communistes, socialistes, les militants pro-palestiniens, les groupes pro-palestiniens, les associations étudiantes s'unissent pour une grève étudiante, soutiennent cette campagne-là, puis travaillent à la mettre en application et à bâtir cette grève-là. Mais les autres objectifs, les autres revendications qu'on met de l'avant, dans l'esprit de la plus large unité possible, ben, c'est mettre fin au soutien à la machine de guerre sioniste, c'est-à-dire pas un sou, pas une balle pour l'État israélien. Donc, c'est une demande qu'on met de l'avant sur nos administrations universitaires, sur le gouvernement canadien. Un troisième point qui est d'ailleurs très important, c'est mettre fin à la répression du mouvement palestinien. Donc, c'est un des objectifs avec la grève de soulever cette question-là, puis combattre la répression. Puis, ironiquement, puis sans trop de surprise, nos militants, puis les militants pro-palestiniens en général sur les campus, ont fait face à une répression extrême depuis le début du mois de septembre. C'est vraiment fou. Sur certains campus, la sécurité nous lâche pas une seconde. La police a arrêté des militants pro-palestiniens, notamment à l'université Carleton à Ottawa. Un membre du PCR, militant pro-palestinien, a été arrêté par la police, vraiment pour aucune raison valable. On a un militant qui a été menacé d'expulsion à l'université d'Alberta. On a les groupes, le SPHR, qui est le groupe de solidarité pour les droits des Palestiniens, à Concordia et à McGill. Si je ne m'abuse, les deux clubs se sont fait retirer leur statut de club étudiant. Donc, complètement scandaleux,
une manœuvre politique très évidente. Donc, une des revendications de la campagne, c'est mettre fin à cette répression-là des groupes palestiniens. Et évidemment, la revendication principale, c'est mettre fin au génocide lui-même, de créer un mouvement large qui force nos impérialistes à cesser leur collaboration, puis que ça travaille à mettre fin au génocide. Donc, c'est ça les objectifs de cette campagne-là. Puis aussi, une large campagne de grève étudiante, c'est selon nous une des meilleures manières qu'on peut avoir un impact auprès des travailleurs et des travailleuses de manière plus large. Parce qu'on le sait, c'est quand on parle des armes qui se rendent jusqu'à Israël, des armes qui se trouvent dans les mains de gouvernements comme celui de Netanyahou, c'est des travailleurs qui produisent ces armes-là dans des usines aux États-Unis, au Canada, ailleurs. Puis c'est des travailleurs qui les transportent. C'est des débardeurs qui s'assurent que ça fasse leur chemin dans les bateaux, dans les cargos. C'est des travailleurs qui sont dans la meilleure position pour stopper cette machine de guerre-là. Donc, en bâtissant une grève étudiante large, c'est un des meilleurs moyens qu'on peut avoir un impact sur ces travailleurs et ces travailleuses-là. Donc, une des demandes qu'on met de l'avant sur les universités dans cette campagne de grève, c'est de désinvestir et de divulguer. C'est une des demandes qui était d'ailleurs poussée dans les campements cet été. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette demande-là? Donc oui, effectivement, c'était une des principales revendications, la principale revendication du mouvement des campements. Puis c'était vraiment une façon pour les étudiants, je pense, de dire, nous voulons concrètement, immédiatement utiliser un levier pour stopper la machine de guerre israélienne. Donc, ça concentrait le mouvement sur quelque chose de tangible. Nos universités en Occident investissent dans des entreprises qui font directement affaire avec l'armée israélienne. Donc, nous, on veut immédiatement que nos universités cessent d'utiliser nos frais de scolarité pour financer la machine de guerre israélienne. Donc, c'était une revendication concrète, tangible, qui donnait au mouvement une certaine concentration des forces sur un objectif spécifique. Puis la question de divulguer est très intéressante pour nous aussi en tant que communistes, parce que, dans un sens, cette revendication-là a le mérite de pointer vers une question fondamentale. Pourquoi nos universités sont traitées comme des entreprises privées? Pourquoi les frais de scolarité peuvent aller dans les mains d'une couple de gens non élus sur des conseils d'administration qui peuvent décider d'investir cet argent-là comme ils veulent? Donc, pour nous, cette revendication-là, elle va même au cœur de comment les universités fonctionnent sous le système capitaliste et comment le capitalisme fonctionne en général, où une couple d'entreprises privées, dans le dos de la société, utilisent des profits amassés sur le dos des travailleurs et des travailleuses. Donc, ce sont des bonnes revendications que nous, on reprend aujourd'hui, parce qu'effectivement, forcer une université quelque part à cesser ses investissements en Israël, ça serait une victoire concrète pour le mouvement qui pourrait faire boule de neige, en fait. En fait, le mouvement de grève étudiante pour la Palestine, s'il se réalise, là, puis s'il grossit, il pourrait avoir un impact là, sur l'ensemble de la société. Il pourrait commencer à mobiliser plusieurs autres couches de la société, mobiliser les travailleurs. C'est des choses c'est quelque chose qu'on a déjà vu par le passé. Tu sais, on peut penser par exemple à mai 68. Ça a commencé avec les étudiants qui ont mené un mouvement de grève et ça l'a amené la plus grosse grève générale de l'histoire de la France. Là. Ça a mobilisé les travailleurs. On peut penser aussi au Bangladesh cet été. Donc, c'est un mouvement des étudiants qui a déclenché aussi une grève générale révolutionnaire des travailleurs qui a amené à faire tomber le gouvernement. Et un exemple plus proche de nous, c'est 2012, en fait, un énorme mouvement étudiant là, de 1,5 million d'étudiants pendant 6 mois qui a amené le gouvernement libéral de Jean Charest à tomber, en fait. Et je pense qu'on a beaucoup de leçons à tirer de 2012. Je pense qu'on devrait en parler maintenant. Alors, comment on s'est rendu à 2012? Comment on a pu construire un tel mouvement étudiant? Et comment les leaders étudiants aussi ont mené différentes étapes là, pour mobiliser en vue de ce mouvement-là? C'est une bonne question. Puis je pense qu'un premier truc que je dirais, c'est que la campagne de grève pour la Palestine en est à ses tout débuts, en fait. On vient de commencer. Puis la tâche principale qu'on a, c'est populariser l'idée de la grève. Et pas juste ça, en fait. La tâche qu'on a, c'est de trouver le maximum d'étudiants et d'étudiantes qui sont convaincus de l'idée d'une grève
et qui peuvent à leur tour convaincre leurs collègues et leurs amis, en fait. C'est la première tâche. Pour bâtir n'importe quel mouvement, ça commence par la politique, ça commence par convaincre. Et ça, je dirais, on en est au tout début, en fait. Donc, il y a un gros bout de chemin à faire pour convaincre la majorité de la nécessité de cette grève-là, en fait. Mais l'histoire, le fait est que l'histoire de toute grève étudiante qui fonctionne, c'est cette histoire-là, en fait. Ça commence par des militants convaincus qui prennent en main de faire de l'agitation puis d'aller parler à tous les étudiants de cette campagne-là afin de les convaincre. Puis la grève étudiante de 2012, je pense que c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui avait dit à l'époque qu'au tout début du mouvement, il y avait seulement 10 à 15 % des étudiants qui étaient contre la hausse des frais de scolarité contre laquelle les militants étudiants voulaient se battre. Mais sur une campagne qui a duré des mois et des mois, bien, ils ont réussi à convaincre la majorité, puis à mobiliser, puis à bâtir ce qu'a été la grève étudiante de 2012. Puis peut-être que c'est pas tout le monde qui est familier avec les détails des événements de 2012, mais ça a été exceptionnel comme mouvement au printemps de cette année-là. Une grève étudiante de 6 mois qui a paralysé la plupart des campus au Québec, puis qui a finalement mené à la victoire. En fait, la hausse des frais de scolarité a été annulée avec la défaite électorale du gouvernement libéral à l'été 2012. Il y en aurait long à dire là-dessus, mais je pense que ce qui est important pour la campagne dont il est question, c'est comment on s'est rendu à 2012. Puis ça a commencé, comme j'ai dit, par le travail patient de longue haleine de convaincre les étudiants. Puis aussi, pendant le mouvement, puis pendant la construction du mouvement, il y avait aussi une large démocratie étudiante. Puis ça, c'est quelque chose qui est important. C'est des traditions importantes à garder en vie puis à raviver là où il le faut. Donc, des assemblées, des meetings ouverts à tous. Donc, parce que souvent, malheureusement, ce qu'on a des fois sur les campus ou dans la gauche en général, c'est des mouvements menés par peut-être des petits groupes, des petites cliques. Puis ça, inévitablement, ça atteint ses limites. Puis nous, ce qu'on veut, c'est un mouvement large qui implique le plus de gens possibles, en fait. C'est la seule garantie de la victoire si on a une large démocratie étudiante puis une large implication du plus d'étudiants possible. Donc, c'est l'étape où on en est, de créer ce momentum-là puis d'amener le plus d'étudiants possible dans cette lutte-là. Puis l'autre point important de 2012, c'est que c'était une campagne politique, en fait, qui liait la lutte des étudiants contre la hausse des frais de scolarité libérale de l'époque à la lutte mondiale contre l'austérité, parce qu'au début des années 2010, c'était ça. Il y a eu les révolutions arabes contre l'austérité épouvantable à laquelle ils faisaient face, le mouvement des indignés, Occupy Wall Street, et j'en passe. Et les leaders étudiants québécois en 2012, en 2011-2012, connectaient la lutte étudiante à cette lutte-là plus large. Puis c'est ça qu'on doit faire aussi sur la question de la Palestine, démontrer, prouver et expliquer que ça s'inscrit dans une lutte plus large contre l'impérialisme. Je pense que c'est à la portée de tout le monde de pouvoir contribuer à cette campagne de grève. Tout le monde peut militer, apporter son grain de sel à cette campagne-là. Vous pouvez aller poser des affiches autour de votre campus pour sensibiliser en faveur de la grève. On a des tracts, vous pouvez imprimer tout ça, on peut vous fournir du matériel. Vous pouvez utiliser la pétition pour faire signer les gens pour qu'on puisse appeler à une assemblée de grève sur votre campus. Plein d'activités que vous pouvez organiser là, qui vont permettre de construire le mouvement de grève. Ça peut être des sit-ins, ça peut être des manifs devant votre campus. Il faut être créatif. Je pense qu'un des défis, c'est de trouver des militants, des gens qui vont vouloir s'engager avec vous, qui vont vouloir vous donner un coup de main. Et aussi, vous allez vous rencontrer certains défis, par exemple, vous allez vous faire poser des questions. Vous allez devoir apprendre un peu sur l'histoire de la Palestine, le rôle du Canada. Il faut étudier ces questions-là. Je pense que c'est important pour pouvoir convaincre les gens. On a notre journal que vous pouvez étudier. Il y a plusieurs articles qui vont vous aider avec ça. On a aussi des épisodes sur le podcast. Allez, promenez-vous dans notre chaîne YouTube Spotify. Allez voir les épisodes qui vont vous intéresser. Ça va vous donner des outils pour mener cette campagne-là sur votre campus. Ouais, puis si je peux me permettre d'ajouter, je pense que tu as raison, Vincent. Puis on peut pas sous-estimer l'impact qu'on peut avoir si on s'y met. Un camarade rapportait une anecdote. Ils sont en train de s'organiser au collège John Abbott. Puis on a trouvé un groupe de jeunes extrêmement motivés qui veut mener cette campagne-là. Puis il y a même une personne qui a dit « Ah, moi, je peux penser facilement à 50 personnes qui seraient intéressées à cette campagne-là. » Puis je suis sûr qu'il y a une humeur similaire sur beaucoup de campus. Si on se met au travail de trouver ces gens-là. Puis effectivement, n'importe qui écoute ce podcast-ci, qui se dit « Ah,
je suis convaincu, je veux mener une grève, je veux participer à cette campagne-là, ben, il y a un rôle pour vous. Vous pouvez nous contacter, on va vous mettre en contact avec des militants de votre campus, ou s'il n'y en a pas, ben, on va vous donner les outils pour partir la campagne sur votre campus. Puis un truc que je dirais, effectivement, c'est une très bonne idée de tracter, d'aller parler au plus de monde possible, mais on veut que ce soit une campagne vivante et visible. Donc, des actions de visibilité, des manifs, des discours devant le campus ou dans la cafétéria. C'est des méthodes qui peuvent aider à amener l'attention sur la campagne, sur la Palestine. Puis je pense qu'il faut effectivement être créatif puis créer ce momentum-là sur les différents campus. Et ça, oui, n'importe quelle aide va être utile pour mener cette campagne-là. J'aurais une dernière question pour toi, Julien. Ultimement, est-ce qu'il y a une solution pour vraiment libérer la Palestine? Mais c'est une grosse question. Puis, je pense que ce serait facile de regarder ce qui se passe puis de dire c'est tellement horrible, c'est catastrophique, c'est épouvantable. Et ça l'est. Puis de se dire, ben, il n'y en a pas de solution. Ça fait 1 an qu'il y a un génocide, puis pourtant, il n'y a rien qui a changé. Ce serait facile de tomber dans la démoralisation, en fait. Puis je pense que c'est là où il faut avoir une vision plus large. Parce que oui, le génocide continue, les horreurs continuent, mais c'est pas par manque d'appui à la cause palestinienne, en fait. C'est très clair, on l'a vu avec les manifs énormes partout dans le monde depuis presque 1 an. Il y a un appui. Mais la question de la Palestine, pour moi, je pense que ça concentre toutes les horreurs du système capitaliste. Qu'une telle chose peut se produire, c'est une des plus grosses condamnations imaginables du système capitaliste aujourd'hui, d'un système où une couple d'États impérialistes impose leur volonté partout dans le monde, augmente drastiquement les dépenses militaires, coupe dans les services à la population en retour. C'est tout le système qui est coupable. Et nous, les communistes du PCR, ben c'est ça la solution qu'on met de l'avant, c'est de renverser ce système-là lui-même, en fait. Puis de lutter partout où on peut pour renverser notre classe dirigeante. Nous, au Québec et au Canada, la meilleure chose qu'on peut faire pour aider à libérer la Palestine, c'est ça, c'est travailler à renverser nos propres impérialistes ici. À ce que la classe ouvrière du Québec et du Canada prenne le pouvoir en main et puis bâtisse une nouvelle société, une société socialiste. Puis sur la question de la Palestine, ben c'est la même chose au Moyen-Orient. Donc la situation, la crise, l'horreur qu'on voit en Palestine, la solution à cette horreur-là, elle va venir d'une révolution dans l'ensemble de la région. Puis il y a un énorme potentiel pour ça. Je l'ai dit, en Égypte, les masses sont furieuses contre leur propre gouvernement, la dictature de Sisi. Donc c'est une énorme classe ouvrière en Égypte, des dizaines de millions de personnes. Il y a une classe ouvrière très, très puissante en Turquie. Il y a une classe ouvrière très nombreuse en Iran. Une révolution victorieuse dans n'importe quel de ces pays-là changerait complètement la dynamique au Moyen-Orient. Donc, ce qu'on met de l'avant, c'est un soulèvement révolutionnaire au Moyen-Orient, puis l'établissement d'une fédération socialiste du Moyen-Orient où tous les peuples peuvent enfin vivre en paix. Donc, c'est par cette perspective révolutionnaire-là, c'est par une révolution qu'on peut mettre fin aux horreurs qu'on voit en Palestine. Donc, c'est ça que les communistes du PCR, de l'Internationale communiste révolutionnaire, défendent. Puis, si ce message-là vous interpelle, mais c'est un appel aussi à vous joindre à nous dans cette cause-là, pas seulement dans la campagne de grève, mais aussi à rejoindre le parti, rejoindre l'Internationale, puis lutter pour mettre fin à toutes ces horreurs-là, puis une fois pour toutes. Merci beaucoup, Julien, d'être venu nous parler aujourd'hui. Ça fait plaisir. Alors, si vous voulez vous joindre à nous pour cette campagne de grève étudiante pour la Palestine, vous êtes le bienvenu. S'il y a personne déjà du PCR sur votre campus, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous fournir les outils pour mener ce mouvement-là. Alors, on se revoit bientôt pour un prochain épisode du podcast Communiste Révolutionnaire. À bientôt, camarades. Notre chant